Bonjour, bonjour et bienvenue. Vous êtes toujours dans cette édition du 29 septembre 2025, mais désormais place à l'actualité des matières premières agricoles avec notre mini-mag de la lettre de l'acheteur, le mini-mag qui s'attache à traiter l'actualité des matières premières agricoles. Pour ce faire, deux temps. Le premier, on fera une revue de presse de l'ensemble des principales informations à retenir en cette semaine. Et puis dans un deuxième temps, nous retrouverons notre invité Jean-Marie Serroni, agroéconomiste, avec lequel nous reviendrons sur les points d'actualité majeurs, que ce soit à la fois sur les grands rapprochements d'intérêts stratégiques qui se font chez les coopératives agricoles, mais également sur l'actualité plus chaude, puisque je vous le rappelle, aujourd'hui, 26 septembre 2025, eh bien, les agriculteurs sont dans la rue, puisque, eh bien, ils protestent contre des conditions de travail, contre leurs conditions de travail qui ne dégagent évidemment pas suffisamment de revenus. Et pour ça, ils mettent notamment en avant la signature du dernier traité de libre-échange avec l'Amérique du Sud, le Mercosur. On verra dans quelle mesure, eh bien, dans un monde qui se souverainise de plus en plus, le libre-échange pourrait être finalement quand même malgré tout peut-être une porte de sortie adéquate. Tout ça, voilà, c'est avec Jean-Marie Serroni qu'on verra ça. Mais dans un premier temps, donc place à l'actu avec ce petit tour d'horizon de l'actualité majeure de cette semaine. Et on commence avec un rapport présenté lors de la 9e conférence internationale sur la concurrence des BRICS au Cap qui révèle l'ampleur du pouvoir détenu par les négociants agricoles mondiaux réunis sous l'acronyme ABCD+, A pour ADM, B pour Bunch, C pour Cargill, D pour Louis Dreyfus, Sefco et Olam. Selon les chercheurs, cette concentration du marché impose une marge de monopole estimée à 2,5 milliards de dollars par an aux économies émergentes tout en alimentant la hausse des prix alimentaires à l'échelle planétaire. Concrètement, les géants du secteur exploitent trois avantages déterminants. Le premier, une financiarisation poussée via l'accès privilégié au marché des dérivés. Le second, un contrôle exclusif des données stratégiques de production et de transport. Et le troisième, une compétition permettant de mutualiser les infrastructures tout en préservant des profits monopolistiques. L'exemple canadien de la fusion Bunch-Viterra illustre bien ces dérives puisqu'avec une hausse de 15% des coûts de transbordement supportés directement par les producteurs. Dans ce contexte, la proposition d'une bourse des céréales des BRICS apparaît comme une réponse structurante à l'objectif très simple, instaurer des mécanismes de prix transparents et réduire la dépendance aux traders mondiaux. Mais comme le rappellent les experts en droit de la concurrence, sans intervention rapide, les positions dominantes risquent de s'enraciner davantage. En conclusion, la bataille entre souveraineté alimentaire et puissance des oligopoles s'annonce donc décisive pour l'avenir des marchés céréaliers. Après avoir connu une flambée sans précédent, le marché du cacao semble amorcer un retour à l'équilibre. En effet, selon une enquête de Bloomberg auprès de 13 experts, la prochaine campagne, qui débute en octobre, devrait générer un excédent de 186 000 tonnes, soit plus du double de celui de cette année. Cette amélioration résulte à la fois d'une reprise des récoltes en Amérique du Sud et d'une contraction de la demande mondiale. Or, cette évolution contraste avec les dernières années marquées par une série de récoltes décevantes en Afrique de l'Ouest qui avaient entraîné une envolée des cours. Ainsi, la tonne de cacao cotée à New York avait dépassé les 12 500 $ fin 2024 avant de retomber autour de 7 000 $ aujourd'hui. Pour autant, si les prix de la matière première reculent, le consommateur ne perçoit pas encore pleinement cet effet. Les chocolatiers ont déjà répercuté les hausses passées sur leurs produits tout en adaptant leurs recettes pour réduire leur dépendance au cacao. En somme, l'excédent attendu pourrait offrir une bouffée d'oxygène au marché. Mais la question demeure, cette embellie serait-elle durable compte tenu des aléas climatiques et des incertitudes sur la consommation mondiale? Enfin, alors que New Delhi avait autorisé l'exportation d'1 million de tonnes de sucre cette saison, les industriels indiens devraient plafonner autour de 775 000 tonnes. Autrement dit, près d'un quart du quota restera inexploité. Cette contre-performance s'explique d'une part par la pression concurrentielle du Brésil qui inonde le marché mondial avec une offre abondante et d'autre part par le différentiel de prix. Le sucre indien se vend en effet désormais plus cher à l'intérieur du pays qu'à l'international. Ainsi, les raffineries ont logiquement privilégié le marché domestique plus rémunérateur à court terme. Pour les économistes, ce choix illustre un arbitrage classique entre rentabilité interne et compétitivité externe. En effet, exporter à perte aurait pesé sur les marges alors que la demande locale reste soutenue. D'un point de vue pédagogique, il faut rappeler que le quota d'exportation est un instrument de politique économique visant à réguler simultanément les prix intérieurs et les recettes en devises. Or, si les objectifs fixés ne sont pas atteints, l'État
pourrait être tenté de reporter les volumes non expédiés sur la saison suivante qui s'ouvre, je vous le rappelle, en octobre. En définitive, cette situation met en lumière la fragilité de l'Inde face aux géants sucriers mondiaux et pose une question stratégique. Comment concilier protection du marché intérieur et présence durable sur la scène internationale? Nous allons marquer une courte pause et juste après, comme annoncé, nous retrouverons Jean-Marie Serroni qui nous expliquera dans quelle mesure la colère des agriculteurs peut être éventuellement apaisée. À tout de suite sur TF1.